Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler d'agroforesterie? Ouais, deux, trois, bon, ça va. Ça va, donc on va faire quoi? Ben voilà, c'est tout ça, c'est tout ça, et c'est tout ce qui reste à inventer. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est ce que vous en ferez de l'agroforesterie. Alors, pour faire simple, pourquoi on s'emmerde à planter des arbres au milieu des champs et autour des champs? C'est parce qu'on en a fondamentalement besoin. Il suffit d'ailleurs, et on le verra avec Georges après, et on le sait déjà, il suffit de laisser une parcelle nue pendant quelques temps. Elle va se couvrir tout de suite et très vite. Elle va même se couvrir de ronces, qui est une plante absolument essentielle et géniale, puisqu'elle est le berceau du chêne. Elle va se couvrir de toutes ces plantes et de toute une diversité de plantes. Et c'est ça qui est important de notre point de vue, c'est que les sols appellent les plantes les plus grandes possibles dans les laps de temps les plus courts possibles, et y compris des plantes ligneuses, qui vont nous faire des humus stables. Donc ce qu'on va essayer de faire en agroforesterie, ben, c'est modestement, parce qu'il faut être très modeste, c'est de copier le modèle de la forêt, trouver des interactions positives entre tout ça. Parce que sinon on n'y arrive pas, et si on n'arrive pas à ce niveau d'équilibre-là, alors là-dessus on a évidemment plein de recul, ça existe depuis la nuit des temps, les Romains le pratiquaient avec beaucoup de dextérité. Alors ça peut paraître surprenant, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Donc pour faire simple, je vais vous faire une petite balade en images parce que les tableaux dans la journée c'est difficile. Et je vais essayer de faire ce petit cheminement, mais je reste convaincu et nous restons convaincus que chacun doit cheminer un petit peu seul au travers de ces agroforesteries. Alors la voilà résumée rapidement en une diapo, en une image qui est tout sauf une vue d'artiste ou une vue de l'esprit. C'est un dessin de notre collègue David Delas, je ne sais pas s'il est là sûrement. Maintenant qu'il a le dos pété, il fait plus de rugby, donc il fait du dessin et du conseil. Il n'empêche que là, et on l'a beaucoup dit ce matin, il faut prendre de la hauteur, il faut optimiser, parce que chaque jour qui passe, on doit impérativement, maintenant on peut se le dire librement, en plus la salle est toujours pleine, on peut se le dire librement, il faut, chaque jour qui passe, copier le modèle de la forêt. Il faut faire au moins aussi bien si on ne veut pas dégrader nos sols, dégrader nos humus, notre activité biologique et notre écosystème. Ça c'est sûr, c'est certain, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça veut dire que là, on est allé chercher un peuplier noir en trogne. Vous savez tous ce que c'est qu'une trogne? C'est quoi une trogne? C'est un arbre qui produit du bois sans qu'on le coupe jamais. Et ça, c'est du génie paysan, parce qu'il y a du génie végétal, mais il y a aussi du génie paysan. Le propriétaire gardait le bois d'œuvre, le paysan n'avait droit qu'aux branches. Il a inventé ça, et là-dedans, autant vous dire qu'il y a du pic-prune, il y a de la chauve-souris, il y a de l'abeille, il y a de la chouette-hulotte. Enfin, les naturalistes en chialeraient tellement il y a de biodiversité. Ils sont encore sur les coteaux secs en train d'essayer de chercher la biodiversité dans les prairies humides, alors qu'elle est là. Et évidemment, il y a incroyablement de biodiversité au milieu de nos parcelles. Et voilà, donc elle est là. Je produis du bois, et on l'a évoqué, hein, de la litière, du BRF, du bois énergie, enfin tout ce que vous voulez, mais je produis aussi des abeilles, je produis, enfin bon, peu importe. Et puis en dessous, on a parlé d'horizon ce matin, notamment avec notre ami, comment il s'appelait le mec qui est passé en premier là? Le mec qui est vachement connu. Hein, les horizons, il faut pas opposer, il faut bien mettre les plantes en symbiose, évidemment. C'est pas la peine de les mettre en concurrence, et il s'avère que dans la forêt, elles sont en symbiose. Donc ça, on sait à peu près faire, et ça tombe bien. Après, il est vrai, au demeurant, qu'au pied d'une haie qui n'a pas été taillée depuis 15 ans, il pousse rien. Disons-le, mais ça, c'est pas forcément de l'agroforesterie. Ah, la diapo est pas... Mais enfin bon, peu importe, l'instinct. Puisqu'on se pose beaucoup de questions, et il semblerait que sur les abeilles, et j'y reviendrai tout à l'heure, on ne se soit pas forcément posé la bonne question. On s'est posé à juste titre la question des produits, on s'est posé la question de la réparation, mais avons-nous pris le temps de nous poser la question de l'anticipation ou de la prévention? Est-ce qu'on nourrit correctement nos abeilles aujourd'hui? On leur demande de cracher du miel, mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si on allait nourrir toute l'année avec une nourriture de qualité, variée, etc., etc. Et il est possible que les couverts végétaux et l'agroforesterie amènent des éléments de réponse. Alors voilà une photo d'équipe, puisque dans un arbre, on peut aussi faire des réunions d'équipe. Depuis, on l'a un peu augmenté, mais peu importe. C'est une trogne qu'on a laissée tranquille depuis un certain temps. Imaginez juste que ce truc-là, c'est un pauvre jet qui est passé sur une ronce et qui a oublié un gland. Pas de sarclage, pas de binage. Bon, c'est tout ce qu'il faut arrêter le compost. Hein. La dépendance au compost, il faut l'arrêter. Aux intrants, aux diverses molécules terribles, etc., etc. Pas de labour. Rien. Là, il n'y a même pas
comment on appelle ça, du génie civil. Il y a peut-être du génie végétal, mais peu de génie civil. Imaginez que ça recycle, ça compose, ça redécompose, ça crée de l'eau, ça crée de la biomasse. Enfin, vous le savez tout ça. Sauf que là-dedans, j'ai pas le temps, d'habitude je pose la question, mais là ça va être un peu trop long. Vous savez tous que ça, c'est composé à 99,8% de gaz carbonique. Un polluant incroyable qui nous emmerde sur cette modeste terre. Et ça veut dire que chaque jour qui passe, ici c'est sur un coteau sec, venté, difficile, sur du tuf pour ceux qui connaissent un peu le sol, et ça pousse tous les jours. Et ça pèse des centaines de tonnes, et avec rien. Alors évidemment, on ne va pas aller semer du blé là en dessous, ça ne marchera pas. Mais il n'empêche que le modèle de l'arbre, ça reste un modèle, somme toute, intéressant. Tiens, on va retrouver Badi, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vu celui-là. Bon, ça se passe de commentaires. 2 analyses de sol, on n'a pas besoin de passer à l'éprouvette, à 100 mètres l'une de l'autre, les 2 parcelles. Il y en a une, effectivement, on peut faire de la poterie, et l'autre, on peut peut-être faire de l'agriculture. Il y en a peut-être une dans lesquelles des deux, on a moins dégradé les humus, les matières organiques, et il est possible, probable, que ces humus et matières organiques soient d'origine forestière pour la plupart. Et ça doit nous imposer un petit peu de modestie aussi. Alors on travaille en ce moment, le hasard faisant bien les choses, avec un photographe qui fait des photos infrarouges. Et la photo infrarouge nous montre, en direct, la photosynthèse, donc la fixation de carbone. Sol nu d'un côté, sol couvert, en l'occurrence une prairie, mais peu importe, et un jeune chêne de 5 ans au premier plan. Et là, tout de suite, ça nous montre un certain nombre de choses qui nous paraissent intéressantes. Alors voilà de l'agriculture productiviste. Ce n'est pas le modèle qu'on va reproduire, mais c'est toujours drôle de montrer ça. C'est une partie du Marais Poitevin. Voilà. Là, les vieux n'étaient pas cons. Il y a des vieux cons qui disent qu'ils ne poussent rien au-dessous des noyers. Toutes les parcelles agroforestières sont sous les noyers, ça marche super bien. Et ils n'étaient pas si cons que ça, parce que là, vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Alors, il ne faut pas tout transposer, il ne faut pas tout analyser et dire que non, effectivement, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de schéma à reproduire du jour au lendemain. Il n'empêche que là, on produit en herbe, parfois en céréales dans certains coins, autant de biomasse que dans une forêt. Et on a mis en place tous les équilibres qui font qu'on n'a pas de perturbation au quotidien. Alors ça a été évoqué, vous le connaissez, ces images-là, elles existent, on ne les a pas inventées. Voilà un jeune arbre dans un sol qui n'est pas travaillé ni perturbé. Et ce jeune arbre, dans un sol qui n'est pas travaillé ni perturbé, son système racinaire, il équivaut à 4% de ça. Tout le reste, c'est des champignons et des mycorhizes. Vous le saviez, les racines, ça ne sert à rien, ce ne sont que des tuyaux, évidemment. Et c'est l'intérêt aussi, et ça permet de relativiser que de la place des arbres dans les champs. Ici, il n'y a pas d'arbres au milieu du champ, il n'empêche qu'il y a déjà des champignons. Il paraît même que ça sent bon la forêt, et ça, c'est forcément un bon signe. Alors l'agroforesterie, oui, évidemment. Enfin, moi, évidemment, là, je suis payé pour vous vendre de l'agroforesterie. Enfin, je n'ai pas bien vu mon contrat, mais je suis payé ou pas d'ailleurs. Je vais essayer de vous vendre de l'agroforesterie, mais je ne vais pas essayer de vous la vendre. Parce que la preuve, je vous la montre ici. Chez Pierre Pujos, en l'occurrence, je crois. C'était un John Deere, il est là, Pierre, ou pas? Je ne le vois plus, non, il s'est tiré, évidemment. Si, il est là. Ouais, il se cache. Ouais, c'est bien un John Deere, hein. Vert, c'est ça, je ne sais plus à force. Bon, oui, soyons modestes et soyons prudents. Ce n'est pas parce que dans une chaîne alimentaire ou une chaîne élémentaire, il ne faut pas respecter tous les maillons. Aller planter des arbres dans un sol labouré, décompacté, sous-solé, passer au pulvérisateur, qui sont les herses rotatives ou tout ce que vous voulez, tous les jours, ça sert strictement à rien. Aller planter une haie en bas d'un champ qui fait 300 mètres de long, sur lequel il y a de l'érosion tous les ans, ça sert strictement à rien, disons-le. La combinaison des deux est somme toute très intéressante. Et là, on est bien dans un système, en bio en l'occurrence, de semis directs sous couvert et sous couvert vivant, avec des arbres qui ont été plantés. Ce qui m'intéresse, c'est de commencer à approcher la notion de climat, puisque c'est ça. On va avoir du très chaud, du très froid, des gros accidents, des gros volumes d'eau. Une plante, quelle qu'elle soit, je ne parle pas des animaux, parce que ça c'est encore plus facile à mesurer, une plante quelle qu'elle soit, elle déteste le vent d'autant. Et du vent d'autant pendant 3 jours, vous savez très bien ô combien on peut perdre de rendement en pourcentage. Alors un petit peu les coteaux du Gers, avec les taches blanches, la roche-mère, au mois d'août. Pour faire simple et vite,
Eh bien, au mois d'août, dans mon bois qui fait 1 hectare de chêne pubescent qui n'est pas connecté à la nappe, chaque arbre évapotranspire plus de 100 litres d'eau par jour. Si je transpose mon arbre au centre de la parcelle, il ne peut pas pousser. Et ça, c'est intéressant, me semble-t-il, et c'est un sujet qu'on doit bosser ensemble parce qu'il est tout sauf simple. Il a été évidemment évoqué ce matin longuement, et notamment par Segui et consorts derrière. Il fut un temps où vous savez que plus on met de plantes, plus on met les plantes en compétition. Ici, plus il y a de plantes, dans mon bois de chêne pubescent, dans lequel j'ai aussi de l'érable champêtre, de l'aubépine, du lierre, des lianes, des lichens, des mousses, j'en passe et des meilleurs, je mobilise toujours autant d'eau. Et je mobilise probablement plus d'eau que la pluviométrie annuelle. Et donc ce modèle-là, il faut évidemment qu'on essaie de le transposer. Bon, je ne vais pas faire un truc sur les vers de terre. Il est là, Boucher, ou pas? Ça, je vais me faire lyncher. Enfin bon, je ne vais pas faire un truc sur les vers de terre, mais ça n'a pas encore été dit, et ça permettra de lancer le débat. On a parlé de fixation symbiotique d'azote. Il semblerait que ça passe aussi par le tube digestif du ver de terre, que ce soit le cycle de l'azote, de l'eau et du carbone, n'est-ce pas? Il dit oui, Boucher. Ouais, c'est bon, t'as fait la sieste? T'es en forme, tu nous mets le feu, hein? Non, tu y vas, hein? Parce que t'imagines, hein, il y en a qui ont fait de la route, là. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est pas les vers de terre qui vont dans les galeries des racines, c'est bien les racines qui vont dans les galeries des vers de terre. Hein? Et quand une grande partie du cycle de l'azote, par la respiration du sol atmosphérique, se fait, les plantes légumineuses, c'est une chose, c'est pour ça qu'à un moment donné, gratouiller et chatouiller les 3-4 cm, ça devient un vrai problème. Parce que c'est là que ça se passe, et c'est là que ça se joue, et c'est ce cap-là qu'il faut passer. Alors ça vaut le coup d'aller un petit peu loin parfois. Ici, on est dans l'arganeraie, la cosmétique, n'est-ce pas? 800 000 hectares dans l'arganeraie. Vous avez vu la qualité des sols, vous avez vu la profondeur des sols, et pourtant, j'ai une interaction positive entre l'arbre et la strate herbacée. Et c'est le seul endroit où je trouve de l'herbe. C'est aussi des arbres qui sont taillés. On parle beaucoup d'arbres têtards, on parle beaucoup de trognes. Le génie paysan toujours, parce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, il faut réfléchir et optimiser. Ici, ce sont des frênes. Les frênes sont soudées, et ici, à l'hectare, je multiplie par 3 la production de fourrage. Mais ça veut dire aussi que quand j'ai produit du fourrage, je produis du bois broyé pour faire la litière, et j'évite d'avoir des camions de paille qui traversent la France en long, en large. L'agroforesterie, c'est ça aussi, c'est de valoriser l'existant, le piémont pyrénéen qui est en train de se fermer, le frêne envahit tout. Là aussi, il y a sûrement du potentiel pour faire de la litière et du fourrage. Et puis, au-dessus de Fleurance, pour le nommer, ça doit être pire, parce que la photo, elle a déjà 5 ou 6 ans ou un peu plus, des taches blanches, la roche-mère de plus en plus grande. Ça, c'est absolument partout. Il faut montrer le Gers parce qu'il faut montrer ce qu'on connaît bien. Il est évident que là, c'est même pas la peine de parler de changement climatique. Là, dans quelques années, on ne fait plus rien. On ne fait absolument rien. Et ce n'est pas quelques arbres qui vont changer quoi que ce soit. C'est des plantes en général et toutes les strates de ces plantes, et je crois qu'il est temps de s'y mettre. Alors ça commence là, ça commence au bord des routes, la régénération naturelle assistée, la ronce berceau du chêne. Dans le Gers, 14 400 km de cours d'eau, 50% sur lesquels il n'y a pas d'arbres, sans dire qu'il faille en mettre partout. Ça pourrait commencer là. Et puis on va demander à Thierry Cailleret, qui est ici, combien il y a de kilomètres de route. Enfin, s'il est là, je ne le vois pas, mais... Pardon ? 3700 km de routes départementales sur lesquelles on peut agir et tenir les talus gratuitement. Et c'est un peu ça le problème de l'arbre, c'est que ça pousse tout seul avec rien. Voilà un autre pilier de l'agroforesterie, c'est cette plante-là. Vous la connaissez tous, ça n'a jamais fait mourir un arbre. Pour faire vite, et vous le savez, ça fleurit tard, ça fructifie d'autant plus tard, et tout le monde en a bien besoin. La quantification, les poulets, les canards, je vais passer vite parce que ce n'est pas très intéressant. Les moissonneuses, celle-ci n'est pas rouge, sous les noyers. Alors ça, c'est une agroforesterie qu'on ne pratique plus, qui a bien marché, qui nous a permis de vérifier des choses passionnantes, super intéressantes. Ici, il y a de mémoire 120 tiges à l'hectare. Sous nos latitudes, on fait baisser les rendements. On est à des lignes d'arbres qui sont à 14 mètres les unes des autres. On ne pratique plus ça. On fait des systèmes agroforestiers diversifiés, connectés, et le but n'étant pas de faire baisser les rendements. Il n'empêche que ça, jusqu'à 25 ans, ça a produit du blé. Et ça permet d'en tirer des enseignements. La couverture végétale, je crois qu'on en a parlé, les ripisylves. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu, on peut parler de ça. Des sions de 2 ans, plantées
dans les mêmes conditions, au même endroit, par la même personne, sont des clones. On fait rarement des clones, mais en l'occurrence, 5 minutes, ça va. Des clones, rarement. Mais là, ça vaut le coup en laboratoire, pour que l'arbre n'interfère pas, que ce soit strictement le même. D'un côté, emboisement de terre agricole, j'use un peu de gasoil et de ferraille à faire du cover crop et du broyeur, et de l'autre côté, je fais des cultures d'hiver. Au bout de 5 ans, les systèmes racinaires sont profondément modifiés. Les peupliers de culture ont des systèmes racinaires traçants. Et en agroforesterie, on les change complètement. Les voilà. Emboisement de terre agricole sans compétition et sans contrainte, l'arbre se développe en surface. Racines-feuilles annuelles, j'ai 400 kg de matière organique qui sont injectées directement dans le sol. L'arbre, c'est aussi ça. J'en mets, et puis si un jour ils m'embêtent, je les enlève. Mais de les avoir, ça me permet d'amener tout ça. Alors des machines pour la biomasse, évidemment. Des usages divers, ça on a vu, ça aussi, ça aussi. Il est urgent de rappeler qu'on stocke très peu de carbone, ça a été dit, dans les sols agricoles, à 95%. Quand on commence à faire des doubles cultures, des intercultures, ça commence à être bien. Quand on y met de l'agroforesterie au sens large, c'est aussi des arbres en bordure, c'est important. La situation actuelle, elle est là, et ça c'est catastrophique, et c'est absolument catastrophique. C'est refusé par personne. C'est confirmé, on stocke aujourd'hui en France seulement 50% du carbone que l'on devrait stocker pour faire vivre notre écosystème France. Beaucoup trop de bordures sans végétaux, beaucoup trop de travail du sol et beaucoup de sol nu. Il y en a que ça fait rire, pas moi. Alors l'idée évidemment, c'est qu'on peut remplir les étages. Il y a une partie qui est bétonnée, il y a une partie qui est urbanisée, donc on ne la remplira pas. Mais on doit pouvoir faire, on doit pouvoir se donner les moyens de travailler cette question-là. Et puis pour finir, rapidement, on a travaillé de près en agroforesterie au sens large, donc avec les couverts végétaux et la réduction du travail du sol. La question des abeilles, des pollinisateurs en général et des abeilles, parce que c'est une question absolument essentielle et on s'est dit qu'un sujet de société, il fallait donner une réponse de société. Ben, il s'avère que pour faire vivre des populations d'abeilles, il faut tout ça. Il faut des noisetiers, il faut des saules, il faut des frênes, il faut des ormes, il faut des plantes qui ne sont pas avérées faire du miel, mais il faut des plantes qui nourrissent l'abeille toute l'année. Il y a un proverbe qui dit du saule au lierre, je crois, avec le saule qui démarre très tôt, puisqu'on a besoin de faire du miel là, puisqu'on a besoin de faire de la propolis. Et ça, c'est pas la peine d'aller installer les abeilles dans une parcelle où il y a uniquement du colza, du tournesol, de la luzerne et éventuellement de l'acacia. Ça suffit pas. Donc c'est normal qu'après on ait des carences, c'est normal qu'après on ait des dysfonctionnements. Alors voilà ce que ça donne sur une échelle annuelle d'une chose un petit peu simple, en travaillant toutes ces questions qui ont été correctement, me semble-t-il, évoquées ce matin, on peut aller très loin. Et je crois que Jean-Christophe l'a dit, on peut assez vite, et ça c'est intéressant, on peut assez vite doubler la production de miel à l'année. Mais quand on double la production de miel, ça veut dire beaucoup de choses derrière. On peut aussi doubler la production de vers de terre. Voilà. Bien évidemment, il faut donner du sens, et le sens premier, c'est déjà de gérer l'existant quand il y en a encore, et de gérer l'existant, et ça c'était l'intervention de Denis Vicentini tout à l'heure, c'est aussi d'être capable de dire j'ai de l'agroforesterie, des haies, des ripisylves, des alignements d'arbres, qu'ils soient en tétard ou pas, mais il ne faut pas que la récolte des branches me coûte cher. Aujourd'hui, chaque agriculteur moyen met 1 500 € sur la table tous les ans pour passer de l'épareuse. Demain, il faut qu'on mette de l'argent sur la table pour passer une machine qui collecte, qui ramasse et qui valorise évidemment ce bois qui sera lui complété par celui des gens de la route, des gens de la rivière, des communes, j'en passe et des meilleurs. Je crois que j'en ai terminé. Merci pour votre attention. On a besoin de cette biomasse. Aujourd'hui, elle est valorisée à 20%. Les haies, quand il en reste dans les régions de bocage, on utilise à peine 20% de cette production. Donc, il nous faut bien des machines qui taillent, qui coupent correctement et qu'on puisse récolter. Donc, les machinistes sont au boulot. Ça fait quelque temps qu'on les secoue. Mais comme on est des associations, ils ne nous prennent pas trop au sérieux. Maintenant qu'on fédère du monde, ils nous prennent, je ne dis pas ça pour toi, mais ils nous prennent un peu plus au sérieux. Il faut évidemment donner une valeur, donner du sens. Donc, on est dessus. J'espère que tous ensemble, puisque les arbres ne nous appartiennent pas, on arrivera à passer ce cap de ça me coûte et je bousille tout à ça me rapporte. Et j'ose espérer, d'ailleurs on travaille avec l'IGN là-dessus, et pas que, loin de là, mais que quand on fait sa déclaration PAC pour nommer quelque chose de clair, net et précis, quand on fait sa déclaration PAC, j'ai pas 2,8 km de haies, merde ça va me coûter, c'est j'ai 2,8 km de biomasse
de biodiversité et de systèmes qui indexent et qui participent en tant qu'outil de production. On n'en est pas loin, mais il y a encore